Liberace. Flaugo Valentino. Liberace, né le 16 mai 1919 dans le Wisconsin, est devenu l'un des artistes les plus reconnaissables des États-Unis grâce à ses performances de piano extravagantes et sa personnalité hors du commun. Son parcours, d'un enfant prodige à une superstar internationale, s'étend sur plusieurs décennies, période durant laquelle il a redéfini ce que signifie être un artiste-interprète au XXe siècle. Les talents musicaux de Liberace ont émergé tôt. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 4 ans et se produisait avec l'Orchestre symphonique de Chicago à 16 ans. Malgré sa formation classique, il a développé un style de performance unique qui mêlait une brillance technique à une théâtralité spectaculaire. Ses concerts devinrent des spectacles, avec des costumes éblouissants, des décors de scène élaborés et ses pianos ornés de candélabres emblématiques. Tout au long de sa carrière, Liberace a maintenu une image publique soigneusement construite qui évitait toute discussion directe de sa sexualité. À une époque où être ouvertement gay pouvait détruire une carrière, il a navigué dans l'industrie du divertissement avec une précision calculée. Bien qu'il n'ait jamais explicitement reconnu son orientation, il a cultivé une personnalité extravagante qui lui a permis d'exprimer des aspects de son identité à travers ses performances. Derrière la façade scintillante, Liberace a fait face à d'importants défis personnels. Ses relations avec divers partenaires sont restées privées, bien que des rumeurs aient circulé dans tout Hollywood. En 1956, il a brièvement envisagé de se marier avec une femme nommée Florencia, Flo Mills, pour dissiper les spéculations sur sa sexualité, bien que les fiançailles se soient rapidement terminées. Au début des années 1980, Liberace a commencé à éprouver des problèmes de santé qui étaient initialement attribués à son mode de vie exigeant. En 1986, il est devenu public qu'il souffrait du sida, bien qu'il ait nié le diagnostic jusqu'à sa mort. Le 4 février 1987, Liberace est décédé à son domicile à Palm Springs, en Californie, d'une pneumonie liée à des complications du sida. Sa mort a marqué un tournant dans la sensibilisation du public à l'épidémie de sida, en particulier parmi les hommes gays. L'héritage de Liberace se poursuit à travers ses contributions à l'histoire du divertissement et sa reconnaissance posthume en tant qu'icône LGBTQ+, qui a affronté les défis de son époque avec une remarquable résilience. Ramon Novarro. José Refugio de la Rosa. Ramon Novarro Martinez, connu professionnellement sous le nom de Ramon Novarro, est né à Durango, au Mexique, le 6 février 1899. Sa famille a fui aux États-Unis pendant la Révolution mexicaine, s'installant finalement en Californie, où la carrière d'acteur de Novarro a commencé. La percée de Novarro est venue avec son rôle dans le film de 1925, Le prisonnier de Zenda, qu'il a établi comme un acteur principal de l'ère du cinéma muet à Hollywood. Son apparence distinctive et son talent d'acteur ont fait de lui un atout au box-office tout au long des années 1920. Parmi les films notables figurent Ben-Hur, 1925, et L'Aigle, 1925. Tous deux ont mis en valeur son éventail dramatique. Alors qu'Hollywood passait au film sonore, la carrière de Novarro a rencontré des défis. Son accent et les préférences changeantes du public ont conduit à des rôles réduits, bien qu'il soit resté actif dans les films et le théâtre tout au long des années 1930 et 1940. Sa vie personnelle est restée privée avec des rumeurs d'homosexualité circulant dans les cercles de l'industrie, mais jamais confirmées publiquement. Le 30 octobre 1968, Novarro a été brutalement assassiné dans sa maison à Hollywood par 2 frères qu'il avait engagés pour des services sexuels. Les agresseurs, Charles et Robert Lee, l'ont battu à mort, puis ont cambriolé sa maison. L'affaire a attiré l'attention nationale en raison du statut de Novarro en tant qu'ancien acteur de cinéma. Le procès pour meurtre a révélé des détails troublants sur l'histoire des agresseurs qui s'en prenaient aux hommes homosexuels âgés. La mort de Novarro est devenue un symbole tragique des vulnérabilités auxquelles les hommes homosexuels faisaient face à une époque d'acceptation sociale limitée. Son héritage perdure à travers ses contributions au cinéma des débuts et rappelle les complexités auxquelles étaient confrontés les artistes LGBTQ+, de sa génération, naviguant la célébrité tout en dissimulant leur véritable identité. Rock Hudson. Roy Harold Scherer Jr., connu professionnellement sous le nom de Rock Hudson, est né le 17 novembre 1925 dans l'Illinois. Sa transformation d'un timide originaire du Midwest au premier acteur le plus recherché d'Hollywood
représentait le rêve américain dans le cinéma d'après-guerre. La carrière de Hudson a commencé au début des années 1950, avec des films comme Tout ce que le ciel permet, 1955, et Écrit sur du vent, 1956, qui l'ont établi comme un premier rôle romantique, avec à la fois une portée dramatique et un attrait au box-office. Sa chimie avec des co-stars comme Doris Day et Elizabeth Taylor a créé certains des films les plus mémorables d'Hollywood. Tout au long de sa carrière, Hudson a maintenu une image hétérosexuelle soigneusement construite, épousant Phyllis Gates en 1955, dans ce qui était largement compris comme un mariage de façade pour dissiper les rumeurs sur sa sexualité. Le mariage s'est terminé en 1958 et Hudson est resté non marié, malgré la connaissance persistante de l'industrie de ses relations homosexuelles. En juillet 1984, Hudson est devenu l'une des premières grandes célébrités américaines à reconnaître publiquement qu'il avait le sida, bien qu'il ait initialement attribué sa maladie à un cancer du foie, en raison de la stigmatisation entourant la maladie. Sa révélation a attiré une attention sans précédent sur la crise du sida, qui avait été largement ignorée par les médias grand public. Hudson a passé ces derniers mois à militer pour la recherche et la sensibilisation au sida, utilisant sa célébrité pour attirer l'attention sur une maladie qui dévastait la communauté LGBTQ+. Il est mort le 2 octobre 1985 chez lui, à Beverly Hills, devenant à la fois une victime tragique de l'épidémie et une figure pionnière dans la sensibilisation nationale. Son héritage comprend non seulement ses contributions cinématographiques, mais aussi son rôle posthume en tant que symbole de résilience et de plaidoyer pendant les premières années de la crise du sida. James Whale. James Whale est né le 22 juillet 1889 dans le Staffordshire, en Angleterre, fils de parents de la classe ouvrière. Sa jeunesse a été marquée par des difficultés, y compris son service pendant la Première Guerre mondiale, où il a été capturé par les Allemands et interné dans un camp de prisonniers de guerre. Après la guerre, Whale a trouvé sa vocation dans le théâtre, mettant en scène des productions qui attirèrent l'attention des studios hollywoodiens. Il est passé au cinéma à la fin des années 1920, s'établissant rapidement comme un réalisateur innovant avec un style visuel distinctif. La percée de Whale est survenue avec Journey's End, 1930. Mais ce sont ses films d'horreur qui ont cimenté son héritage. Frankenstein, 1931. The Old Dark House, 1932, et The Invisible Man, 1933, ont démontré sa capacité à mêler la terreur avec l'humour noir et une profondeur psychologique. Sa vie personnelle est restée privée, bien qu'il fût ouvertement homosexuel dans les cercles de l'industrie, entretenant une relation à long terme avec l'acteur David Lewis. Alors que Hollywood s'orientait vers un cinéma plus réaliste dans les années 1940, le style distinctif de Whale est tombé en disgrâce. Sa carrière a décliné et il a pris sa retraite de la réalisation en 1944. Les décennies suivantes l'ont vu lutter contre la dépression et une santé précaire. Le 29 mai 1957, le corps de Whale a été découvert dans sa piscine. La décision officielle était un suicide par noyade, bien que des rumeurs persistèrent sur de possibles accidents ou actes criminels. Sa mort a marqué la fin d'une époque pour le cinéma d'horreur classique et une conclusion tragique à une carrière qui avait jadis défini l'âge d'or hollywoodien des films de monstres. L'héritage de Whale a grandi ces dernières décennies, alors que les chercheurs et les fans ont découvert ses techniques innovantes et reconnu son importance en tant que l'un des premiers réalisateurs ouvertement gays du cinéma. Anthony Perkins. Anthony Perkins est né le 4 avril 1932 à New York, dans une famille avec des liens théâtraux. Son père est mort quand il était jeune, et sa mère a encouragé son intérêt pour le théâtre dès son plus jeune âge. La percée de la carrière de Perkins est survenue de manière inattendue lorsqu'il a été choisi pour le rôle principal dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock, 1960. Son interprétation de Norman Bates est devenue l'une des performances les plus emblématiques du cinéma, le propulsant instantanément au rang de célébrité, malgré son expérience cinématographique limitée auparavant. Tout au long des années 1960 et 1970, Perkins est apparu dans de nombreux films, bien que peu ait égalé l'impact de Psycho. Il a également réalisé plusieurs films, dont The Last Picture Show, 1971. Sa vie personnelle est restée privée, bien que les initiés de l'industrie connaissaient ses relations homosexuelles, malgré son bref mariage avec l'actrice Barry Berenson. Au début des années 1980, Perkins a commencé à éprouver des problèmes de santé qui étaient initialement attribués à
détresse et fatigue. En 1992, il est devenu connu qu'il souffrait du sida, qu'il avait contracté d'un partenaire. Malgré sa santé déclinante, il a continué à travailler, apparaissant dans des productions télévisées jusqu'à peu avant sa mort. Perkins est décédé le 12 septembre 1992 à son domicile à Hollywood. Sa famille a confirmé que des complications dues au sida étaient la cause du décès. Son héritage reste lié à psychose, bien que son travail ultérieur ait démontré son éventail en tant qu'acteur et réalisateur. Son parcours de jeune premier d'Hollywood à victime du sida reflète l'évolution des attitudes envers l'homosexualité et la maladie au cours de sa vie. Paul Lynde. Paul Lynde est né le 2 juin 1926, à Détroit, Michigan. Sa carrière dans la comédie a commencé alors qu'il servait dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, où il divertissait ses camarades militaires avec son esprit vif. Après la guerre, Lynde a poursuivi une carrière à plein temps dans le domaine de la comédie et du théâtre, apparaissant dans de nombreuses émissions de télévision au cours des années 1950 et 1960. Il est devenu surtout connu pour ses apparitions dans des jeux télévisés comme Hollywood Squares, où son humour tranchant et son style de livraison distinctif ont fait de lui un favori du public. Tout au long de sa carrière, Lynde a conservé un style de vie de célibataire, bien qu'il n'ait jamais parlé publiquement de sa sexualité. Les initiés de l'industrie étaient au courant de ses relations homosexuelles, mais il a évolué dans le monde du spectacle à une époque où de tels détails personnels restaient privés pour la plupart des figures publiques. Le 1er janvier 1982, Lynde a été retrouvé mort dans sa maison à Hollywood. La cause officielle du décès a été indiquée comme naturelle, spécifiquement un caillot de sang dans son poumon. Cependant, les circonstances entourant sa mort sont restées mystérieuses, certains suggérant qu'il aurait pu être assassiné ou se suicider. Son décès a marqué la fin d'une époque pour un comédien qui avait diverti le public américain pendant des décennies. Son héritage perdure grâce à ses contributions à la comédie télévisée et à son statut d'icône gay, non officielle, dont la vie privée est restée protégée malgré une intense attention publique. Roy Cohn. Roy Cohn est né le 20 février 1927 à New York dans une famille ayant des liens avec le monde juridique. Sa montée rapide dans les mondes juridiques et politiques a commencé alors qu'il était encore à l'école de droit, où il a travaillé dans l'équipe de l'accusation pour le procès de Julius et Ethel Rosenberg. Cohn a attiré l'attention nationale dans les années 1950 en tant que conseiller principal du sénateur Joseph McCarthy pendant les chasses aux sorcières communistes. Ses tactiques agressives et sa croisade anticommuniste ont fait de lui à la fois une figure redoutée à Washington et une personnalité publique controversée. Tout au long de sa carrière, Cohn a maintenu une identité homosexuelle cachée, malgré ses vues politiques conservatrices. Ses relations sont restées privées, bien qu'il soit connu pour fréquenter des bars et établissements gays, malgré sa position publique contre l'homosexualité. Au début des années 1980, Cohn a été diagnostiqué comme ayant le sida, mais il a refusé de reconnaître publiquement le diagnostic, affirmant plutôt souffrir d'un cancer du foie. Sa mort le 2 août 1986 est survenue après des mois de déclin de santé et des tentatives de continuer sa pratique juridique malgré sa condition. La vie et la mort de Cohn ont mis en évidence les contradictions au sein des cercles politiques conservateurs concernant l'homosexualité et la crise du sida. Son statut en tant que persécuteur des ennemis perçus et victime des préjugés sociétaux a créé un héritage complexe qui continue d'être débattu par les historiens. Rudolf Nureyev. Rudolf Ahmedovitch. Nureyev est né le 17 mars 1938 en Sibérie de parents tatars. Son talent extraordinaire pour la danse est apparu tôt, menant à son acceptation à l'école chorégraphique prestigieuse de Leningrad. La carrière de Nureyev a pris un tournant dramatique en 1961, lorsqu'il a fait défection de l'Union soviétique pendant une représentation à Paris. Sa décision de chercher la liberté en Occident a fait les gros titres internationaux et l'a établi à la fois comme un symbole politique et une sensation artistique. Pendant les années 1960 et 1970, Nureyev est devenu le danseur de ballet masculin le plus célèbre au monde, connu pour sa virtuosité technique, ses interprétations dramatiques et sa présence scénique charismatique. Son partenariat avec Margot Fonteyn a révolutionné le ballet classique et l'a fait découvrir à de nouveaux publics dans le monde entier. La vie personnelle de Nureyev incluait de nombreuses relations avec des hommes et des femmes, reflétant sa bisexualité. Sa sexua
La liberté sexuelle est devenue une partie de son personnage artistique, bien qu'il ait fait face à des critiques pour ses choix de vie durant une époque de sensibilisation croissante au sida. En 1984, Nureyev a été testé positif pour le VIH, mais a continué à danser et à chorégraphier avec une énergie remarquable. Ses dernières performances ont été marquées par un déclin physique, mais ont conservé leur puissance artistique. Nureyev est mort le 6 janvier 1993 à Paris d'une pneumonie liée au sida. Son héritage en tant que l'un des plus grands danseurs de l'histoire reste intact, célébré pour ses innovations artistiques et son courage personnel à défier les contraintes politiques et sociales. Tony Richardson. Tony Richardson est né le 27 février 1928 à Londres, dans une famille avec des liens artistiques. Son éducation à l'université d'Oxford l'a introduit au théâtre, où il a commencé à mettre en scène des productions étudiantes qui ont mis en valeur son approche innovante. Richardson a cofondé l'English Stage Company au Royal Court Theatre à Londres, qui est devenu un incubateur pour de nouveaux talents, dont John Osborne et Harold Pinter. Son travail théâtral l'a établi en tant que metteur en scène avec une vision distinctive qui s'est bien traduite au cinéma. Son film révélateur, Look Back in Anger, 1959, a capturé l'esprit de désillusion britannique d'après-guerre et a établi Richardson comme une voix cinématographique majeure. Il a ensuite réalisé Tom Jones, 1963, qui a remporté l'Oscar du meilleur film et a établi sa réputation à Hollywood. Tout au long de sa carrière, Richardson a maintenu une vie personnelle privée, malgré son mariage avec Vanessa Redgrave de 1962 à 1976. Les initiés de l'industrie étaient au courant de ses relations homosexuelles, qu'il gérait avec discrétion à une époque où l'homosexualité restait illégale dans de nombreux pays. À la fin des années 1980, Richardson a été diagnostiqué avec le sida. Il a continué à travailler malgré sa santé déclinante, réalisant des films et des productions théâtrales jusqu'à peu avant sa mort. Richardson est mort le 20 juin 1991 à son domicile à Londres. Sa mort a marqué la perte d'un réalisateur qui avait fait le lien entre le théâtre britannique et le cinéma hollywoodien, tout en contribuant de manière significative au développement du mouvement réalisme de l'évier de cuisine. Robert Reed. Robert Reed est né Robert Alfred Reed le 13 décembre 1932 à Hartford, Connecticut. Son parcours pour devenir acteur à Hollywood a commencé par une formation théâtrale à l'Université du Minnesota où son talent pour les rôles dramatiques a été reconnu. La carrière de Reed à la télévision et au cinéma comprenait de nombreuses apparitions en tant qu'invité et des rôles principaux. Mais il a acquis une renommée durable en tant que Mike Brady dans la sitcom The Brady Bunch, 1969 à 1974. Son interprétation du patriarche patient et aimant est devenue emblématique dans la culture pop américaine, malgré ses luttes personnelles avec le format restrictif de l'émission. Tout au long de sa vie, Reed a maintenu une vie personnelle privée, comprenant des relations avec des hommes et des femmes. Son bref mariage avec l'actrice Margaret Field a donné 3 enfants, mais s'est terminé en 1961. Les collègues de l'industrie étaient au courant de ses relations homosexuelles, qu'il gérait avec discrétion à une époque où de telles informations pouvaient nuire à une carrière. À la fin des années 1980, Reed a été diagnostiqué avec le sida, qu'il attribuait à une transfusion sanguine. Il a gardé sa condition privée jusqu'à peu de temps avant sa mort, continuant à travailler dans le théâtre et la télévision. Reed est mort le 12 mai 1992 à son domicile à Los Angeles. Sa famille a confirmé que des complications liées au sida étaient la cause du décès. Son héritage reste lié à The Brady Bunch, bien que ses travaux ultérieurs aient démontré son éventail en tant qu'acteur et réalisateur. Son parcours, de l'icône de la télévision à victime du sida, reflète l'évolution des attitudes envers l'homosexualité et la maladie au cours de sa vie, rappelant les défis auxquels étaient confrontés les artistes LGBTQ+, menant une double vie sous les feux des projecteurs.